Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle preview alors que je suis en train de réagencer un petit peu ma présentation. Bienvenue dans cette nouvelle preview, cette 16e et dernière preview vers les étoiles. 16 previews, autant de previews qu'il y a de clubs qui jouent en Lickimoly Star League, le championnat de France de première division masculine de handball. Et bien sûr, on termine par le champion en titre, le 11e titre d'affilée remporté par le Paris Saint-Germain Handball l'année dernière à l'issue de la saison 2024-2025. On va entrer, disséquer, analyser comme on l'a fait pour les 15 autres clubs de cette compétition dans ce que le Paris Saint-Germain a de mieux à offrir pour cette saison 2025-2026. Tu sais comment sont séquencées les rubriques de cette émission. Dans un premier temps, on ira par le biais du Yago voir la rétrospective de ce qui s'est passé la saison dernière au cours de la saison du Paris Saint-Germain. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la saison du PSG. Ensuite, on va rentrer davantage dans l'effectif en analysant d'abord les départs. Il y a quelques joueurs qui sont partis de la capitale française et on va voir forcément aussi les arrivées dans la séquence qu'on appelle le set de platine pour voir qui sera un petit peu dans l'effectif et quelle formation on peut dégager, que ce soit sur les phases offensives ou défensives du Paris Saint-Germain. On arrivera après derrière davantage prendre un peu de hauteur sur les objectifs de la saison du Paris Saint-Germain dans une séquence qui s'appelle le Money Time où on va poser de grosses questions sur qu'est-ce qui va advenir du Paris Saint-Germain cette année, quels objectifs vont-ils atteindre ou pas. On verra comment ça se discute, on verra comment ça se passe. Après, on va revenir sur le terrain et étudier le cas d'un joueur en particulier dans la séquence que j'appelle l'expert de défi, c'est-à-dire en gros le facteur X, le joueur qui peut être un élément déterminant pour les succès ou les insuccès du Paris Saint-Germain. Et enfin, en dernier lieu, on étudiera donc le futur, le pronostic du Paris Saint-Germain. Mais après, tu verras aussi également mon tableau final qui sera le champion de France, qui seront les équipes qui descendent selon Enthusiastic, qui ira en Coupe d'Europe. Il y aura énormément à discuter. Je partagerai après ce tableau directement sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Tu peux d'ailleurs me rejoindre si tu me découvres sur YouTube. C'est là que je suis également, où je fais beaucoup de stories. Je fais pas beaucoup de publications, mais énormément de stories. Je viens là pour pouvoir parler de l'actualité, du hand et de pas mal de choses. Et après, le cours de la saison va se dérouler. Et là, je reviendrai un petit peu plus sur des faits marquants et aussi sur ma propre actualité en tant que speaker, puisque tu le sais, je suis speaker. Non, tu le sais pas. Mais en tout cas, si tu le sais pas, je suis le speaker officiel de l'équipe de l'US Sainte Handball en Pro League, mais je suis également speaker en National 1 féminine pour l'équipe de Mios, de l'US Mios Biganos et aussi du Mérignac Handball qui était en Ligue Butagaz Énergie encore l'année dernière. Mais c'est passé des histoires. On va pas en parler dans cette vidéo, c'est pas le sujet. On va rentrer directement dans l'objet de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la présentation officielle du Paris Saint-Germain. Si tu aimes ces contenus, j'aimerais que tu likes la vidéo que tu es en train de regarder. Ça me donne une force et c'est une façon de dire merci lorsque tu prends connaissance des informations qui te permettent de suivre les bases de la saison 2025-26 à venir. Tu peux aussi également t'abonner à la chaîne Enthusiastic et tu peux partager cette vidéo autour de toi dès qu'elle résonne juste pour toi et pour les autres qui sont dans ton équipe ou qui sont passionnés de handball tout simplement. Allez, on défile avec cette dernière preview vers les étoiles. On commence par le Yago du Paris Saint-Germain et voici. Bon, forcément, ben voilà, nous voici avec le champion de France en titre, premier, le Paris Saint-Germain avec 56 points. En Lickimoly Star League, forcément, le Paris Saint-Germain a été un monstre de régularité, 27 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 1046 buts marqués contre 854 encaissés, soit la meilleure attaque avec la troisième défense. Avec ça, tu peux voyager. C'est assez tranquille. Le titre de champion de France du Paris Saint-Germain s'est obtenu de manière beaucoup plus tranquille que je l'avais espéré en début de saison lorsque j'ai fait mes previews l'année dernière. Et malgré les impressions que l'équipe pouvait laisser, eh bien, Paris a roulé sur la concurrence quand même au niveau des chiffres. En tout cas, d'un point de vue purement statistique, le titre est amplement mérité. Toutefois, il y a eu des épisodes qui se sont déroulés pendant la saison et notamment en Ligue des Champions. Parce que l'élimination absolument chaotique, piteuse, lamentable lors du match retour de barrage huitième de finale contre le PIK Szeged, on n'était pas prêt. Pourtant, ils l'avaient emporté à l'aller, mais défaite de 10 buts au retour, c'était un cauchemar. Ce match-là, je l'ai vu en direct.
c'était un cauchemar. Cauchemar absolu en huitième de finale. Et donc, ça a laissé des traces forcément pour le reste de la saison parce que tu te prends ça fin février, début mars, il reste jusqu'à juin. Waouh, quoi. La saison, ça y est, la Coupe d'Europe, ça s'arrête. Alors, tu essaies de t'ambiancer en Coupe de France et même en Coupe de France, tu perds en finale face dans une séance de tir et but épique contre Montpellier. J'ai vu aussi ce match-là, c'était juste exceptionnel. Mais voilà, mais en tout cas, quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, bah, t'as envie de tout gagner, t'as envie de tout rafler. Et donc, c'est surtout cette défaite en Ligue des Champions qui a été donc le coup d'arrêt et la rupture de la dynamique, mais surtout au-delà de ça, déjà, on les avait déjà identifiés auparavant, mais les limites tactiques qui étaient clairement exposées notamment par la science de Raúl González, qui entre-temps, tu verras, est parti, a quitté le Paris Saint-Germain. Et mais bon, voilà, lui qui avait gagné la Ligue des Champions avec le Vardar Skopje quelques années auparavant, justement face au Paris Saint-Germain, à l'époque qui était entraîné par Serdar Uzic, le mage, notamment du Paris Saint-Germain à l'époque. C'était vraiment, voilà, on avait mis beaucoup d'espoir pour lui, il est resté quelques années malheureusement, ça n'a jamais marché. En tout cas, le Paris Saint-Germain handball est toujours en quête de son premier titre en Ligue des Champions. Je parle bien du handball, là, le foot, là, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est réglé. Mais au niveau du hand, on est toujours en quête. Et donc, qu'est-ce que ça donne au terme de victoire si on revient au niveau de la Star League? Eh ben, la victoire la plus large a été effectuée lors de la 6e journée contre Créteil, enfin à Créteil, au Palais des Sports au Bois-Roubron. Créteil qui, entre-temps, a été relégué en Pro League. Victoire 45-31. Et la plus large et la seule défaite du Paris Saint-Germain, c'était lors de la 14e journée pour clôturer la saga XXL de Nantes, justement. Non, c'était pas pour clôturer. C'était, je sais plus. Je crois que c'était pour clôturer, oui, dans mon souvenir. Bref, si t'es supporter de Nantes, tu vas me dire. Défaite à Nantes sur le score de 34-31. C'était la seule défaite de Paris. Donc, autant te dire qu'en Star League, la saison a été maîtrisée quasiment de bout en bout. Et justement, là, j'ai l'habitude de faire la rétrospective. C'est très simple. Quand tu regardes Paris, j'ai pas te faire la liste des plus 1, plus 5, plus 6 de tout ça comme j'ai l'habitude de faire pour les autres. On va simplement dire qu'il y a eu 13 victoires de suite de la première à la 13e journée et et notamment une victoire contre Montpellier sur le score de 29-23. Donc là, qui était aussi un des concurrents annoncés pour le titre, donc dans le Big Three. Et t'as des seules défaites de la saison et du match aller de la saison. C'est donc la défaite à Nantes lors de la 14e journée sur le score de 34-31. Et puis après, de la 15e à la 30e, 16 matchs sans défaite. Il y aura eu 14 victoires et 2 matchs nuls. 14 victoires et 2 matchs nuls qui auront eu donc un match nul un peu surprenant à Dunkerque lors de la 16e journée. C'était le match du carnaval de Dunkerque sur le score de 27 partout. Et l'autre match nul, plus en fin de saison, c'est juste avant le match qui a eu en finale de Coupe de France. C'était contre Montpellier. Mais en championnat, lors de la 28e journée, des matchs nuls, 33 partout dans une fin de match aussi qui a été assez irrespirable aussi également. Et lors de la 19e journée, tu t'en vas quand même, dans cette phase retour, tu vas quand même gagner contre Nantes 34-28. Nantes qui était déjà amoindrie de ses 3 demi-centres en moins lors de la saison dernière. Donc là, c'est en gros la rétrospective de Paris. En Star League, c'était relativement tranquille pour pouvoir atteindre cette 11e victoire, ce 11e titre d'affilée dans le championnat de France de première division. On enchaîne maintenant les départs, et là tu constates, oui, il y a quelques départs quand même, 8 joueurs qui sont partis. Alors il y a quelques joueurs à la marge, comme Victor Crène du côté de Cournon. Tu as aussi, alors un peu moins à la marge, mais quand même, je pense qu'on lui a pas donné assez sa chance. Léo Plantin est parti du côté de Montpellier. Maintenant, les joueurs aussi pareils comme Noah Narcisse est parti du côté de Saran, parti signer son premier contrat professionnel dans le Loiret, le fils du magnifique de Air France Daniel. On va voir comment ça se passe, lui qui joue demi-centre du côté de Saran. Déjà, ils vont jouer contre Saintes lors de la prochaine rencontre du championnat de Pro League. J'aurai l'occasion de regarder ça. Et maintenant, pour le reste, Ruben Marchand, qui était donc le pivot remplaçant de Kamil Šibjak, l'Espagnol, est parti du côté de Melsungen en Allemagne. Kent Robin Tonnesen, qui était considéré comme un des meilleurs arrière droits il y a quelques années, il était absolument inarrêtable, l'international norvégien, est retourné en Allemagne du côté de Flensburg. Il n'aura jamais vraiment convaincu dans la capitale les 2 ans qu'il est resté. La seule année aussi que Danny Bayens est resté, notamment le néerlandais, est resté au Paris Saint-Germain, c'était pour pouvoir backer notamment
Luke Steins, mais la sauce aussi pour Danny Bayern, ça n'a jamais vraiment pris. Il ne se sentait pas heureux dans la capitale et tactiquement, le jeu de Raúl González n'était pas forcément fait pour lui. Il est donc retourné en Allemagne du côté du Rhein-Neckar-Löwen. Et après, donc, Victor Crane à Cournon, je te l'ai dit, Noah Narcisse aussi à Saran, et David Balaguer, l'ailier droit, est lui parti du côté de Montpellier. Je t'en ai parlé quand j'ai fait la prélude de Montpellier. Et aussi David Balaguer, qui est le joueur qui aura fait les 3 clubs du Big Three. Il a été, avant d'arriver à Paris, il a joué à Nantes. Là, il part du côté de Montpellier. Donc, David Balaguer a été remercié en fin de contrat. Et donc, Léo Plantin à Montpellier, déjà dit. Et surtout, le gardien, Andreas Padika, le Suédois, avec sa grinta, ne sera plus le gardien du Paris Saint-Germain cette saison. Il est parti du côté de Kolstad en Norvège pour y disputer la Ligue des Champions. En tout cas, c'est quand même un sacré gardien qui s'en va du côté du Paris Saint-Germain pour la Norvège. Et donc ça, c'était les départs. S'il y a des départs, c'est qu'il y en a qui arrivent. Et on va les voir tout de suite. Et là maintenant, la salle Pierre de Coubertin, dans le 16e arrondissement à Paris, qui contient plus de 4000 places, a déjà changé d'entraîneur. Stefan Madsen, le Danois, le stratège danois, va venir maintenant diriger cette nouvelle équipe, assisté de quelqu'un qu'on connaît bien à Paris, Henrik Mølgaard, le solide défenseur danois, qui était joueur qui a pris sa retraite l'année dernière alors qu'il était à Aalborg. Et là maintenant, le voici de nouveau à Paris, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur adjoint de Stefan Madsen. Il connaît bien la capitale déjà et saura bien justement guider un petit peu toute l'armada danoise qui est arrivée sur Paris, parce qu'ils sont plusieurs Danois à avoir rejoint la capitale ou qui étaient déjà dans la capitale. On va d'abord décrire l'effectif parisien de gauche à droite en commençant par la base avant. Alors bien sûr, Mathieu Grébille est toujours là, l'ailier gauche parisien, l'ancien arrière est converti et y est depuis plusieurs années déjà. Et il est assisté au poste, enfin il devait être assisté au poste par le jeune Emil Melgaard, l'international danois, quelques sélections avec lui. Seul problème, c'est qu'en préparation au Japon, il s'est fait les croisés. Et il se peut que la saison, on parle de lui comme la saison étant une saison blanche. Si on le revoit, on reverra peut-être en fin de saison, mais là, pour les mois prochains, on ne le verra pas malheureusement, l'ailier danois, qui était supposé justement prendre le poste et justement faire le bac avec Mathieu Grébille. Ça va avoir des incidences sur le côté gauche de l'attaque parisienne, je te le dirai après qu'on verra la base arrière, mais maintenant au poste de pivot, Kamil Šikžák, la machine à scorer qu'on recherche très régulièrement, sera encore là pour sa dernière année, avant de repartir du côté de Płock, d'où il est originaire, pas très loin, en Pologne. J'ai pas marqué sa nationalité, Pologne, mais tu sais déjà, Kamil Šikžák, il est connu comme le loup blanc en Star League. Aussi, Luka Karabatic. Alors, j'ai pas entendu d'annonce par rapport à Luka. On ne sait pas si c'est sa dernière année pour le capitaine parisien ou pas. Je t'avoue, je l'ai pas entendu. Peut-être que tu as l'info, mais moi, je ne l'ai pas eu. En tout cas, je le précise pas. On le verra de toute façon au fil de la saison comment ça va se passer. Et après, le troisième pivot de ce secteur de jeu, Gauthier Loredon, le Guadeloupéen qu'on salue bien fort, qui devrait lui, en fait, comment c'est réparti tactiquement. Kamil Šikžák est un pivot d'attaque, mais il ne défend pas. Il sait pas défendre, c'est pas son domaine. Du coup, Gauthier Loredon, qui lui est un peu plus polyvalent, lui pourrait remplacer Kamil Šikžák au bout d'un certain moment de jeu. Et Luka Karabatic est beaucoup plus défensif et lui n'intervient que pour les phases de contre-attaque. Mais dès que ça commence à se placer, Luka Karabatic sort et laisse sa place à Kamil Šikžák pour les attaques placées. Au poste d'ailier droit, on en a 2, comme d'habitude. L'ancien Ferran Solé, qu'on commence à très bien connaître, ailier droit, gaucher international espagnol, toujours aussi efficace. Il sera aidé au poste de l'ancien Montpellierin, le Suédois Sebastian Karlsson, qui a rejoint l'escouade parisienne cette année. Et maintenant, c'est là qu'on passe sur la base arrière, côté gauche. Et c'est là où je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu le poste d'ailier gauche, je t'ai dit, attends 2 secondes. Parce que voilà, j'ai mis Walem Peleka, qui normalement est un défenseur quasi exclusif, et qui, lorsqu'il joue en attaque, il joue arrière-gauche. Mais là, je sais pas, avec Raúl González, et aussi maintenant Stefan Madsen, j'ai vu dans les matchs de préparation, et même dans le Trophée des Champions, le match de Montpellier qu'ils ont perdu 29-23, tu remets Walem Peleka ailier gauche alors que il rate tout ce qui tire du côté de l'aile gauche. Je l'ai très rarement vu scorer à ce poste-là, alors que lui, c'est un arrière en puissance. Et tu vois dans sa mécanique de tir en tant qu'ailier, tu sens que c'est pas du tout son truc. Mais je pense que c'est pour pouvoir, comme il y a énormément de changements, attaque, défense, énormément de choses
à gérer. Donc forcément, tu le mets à l'aile gauche pour pouvoir prévenir la phase de retour défensive. Donc voilà, n'empêche que c'est pas la solution, selon moi, de mettre Walem PDK sur l'aile gauche en attaque. En tout cas, c'est un très bon défenseur poste 3, ça c'est clair et net, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est là qu'il se distingue, en tout cas. Et on va en parler du secteur défensif parce que il y a un joueur dont je t'ai pas parlé et je l'ai même pas mis sur la feuille. Oh là là, mon Dieu, l'erreur, parce que j'ai viré dans la slide la partie défenseur. Bah, c'est Karl Conan, en fait. Karl Conan, qui en attaque, quand il est là, il peut jouer pivot, mais c'est pas là qu'on le demande. Karl Conan, il sera aussi en secteur central, en défense, pour pouvoir piloter la défense. Donc, j'ai pas mis Karl Conan dans la slide. Je suis sincèrement désolé, Karl, si tu vois cette vidéo. Mais là, t'as vu, je t'ai pas oublié. Je te mentionne quand même. Je retourne au poste d'arrière gauche et te parler, bien sûr, d'Elohim Prandi. Évidemment, Elohim Prandi. La machine à scorer, exactement parisienne, l'arrière gauche au bras surpuissant qu'on ne présente plus. Elohim Prandi, évidemment. Il sera aidé aussi au poste. Il y aura également 2 autres arrière gauche assermentés, j'ai envie de dire, si on peut parler comme ça. L'international égyptien, le nouveau dans l'effectif, Abdelrahman Abdou, sera présent aussi également pour pouvoir apporter sa puissance, ainsi que il est resté au club le Danois Jacob Holm, également qui va venir en tant que 3e arrière gauche. C'est un autre registre de jeu. Le demi-centre, les demi-centres, Luc Steins est toujours là. Le Néerlandais a prolongé l'année dernière dans le club de la capitale. Il sera backé par justement celui qui connaît très bien la culture danoise, puisqu'il était justement au Danemark ces dernières années. Il revient en France et pas n'importe où, au Paris Saint-Germain. C'est Noah Godin qui revient, nouvelle internationale en équipe de France. Noah Godin va venir faire parler son talent et sa science du jeu et sa faculté à accélérer et à connaître justement le style danois. Donc Noah Godin arrive pour pouvoir seconder Luc Steins au poste de demi-centre. Arrière droit, on le connaît très bien également, c'est Yaya Omar, l'international égyptien. J'en dis pas plus sur lui parce que je pense que je vais parler de lui un petit peu plus tard et je sens que tu as envie de parler parce que c'est un joueur qui clive pas mal un petit peu. On va parler de lui un petit peu plus tard dans une autre section. Et bien sûr, par contre, un autre nouveau, le Croate Mateo Marash qui arrive pour pouvoir justement lui aussi faire parler sa puissance et scorer le plus possible à ce poste. Autant te dire que c'est pas du tout une équipe de peintres sur le papier. Maintenant, il faut savoir faire jouer tout ce beau monde. Et dans les buts, Stanis Soulier, lui, c'est le 3e gardien qui va plus évoluer avec l'équipe réserve en National 1 fédérale. Mais on a aussi Yannick Green qu'on connaît, l'international danois qu'on connaît bien. Mais alors, Mikkel Löfqvist, on nous en dit énormément de bien, gardien danois aussi. Donc là, dis-toi bien que le Danemark est en force dans cette équipe au coaching et au niveau des joueurs. On va voir comment va prendre la sauce à ce niveau-là. Moi, personnellement, j'ai assez confiance si tu vas voir mon pronostic. Mais c'est surtout en Ligue des Champions. On va voir, sachant qu'ils ont commencé à appliquer la méthode qu'ont fait Veszprém et d'autres équipes et Barcelone surtout, qui en fait, tu vas jamais voir un international, enfin un joueur international tout seul, isolé avec sa nationalité. Tu as plusieurs joueurs de même nationalité dans l'équipe pour pouvoir faire un petit peu des blocs qui savent s'unir autour d'un projet de jeu. Donc je trouve ça assez intéressant. Maintenant, il va falloir que ça prenne. Et là, les premiers matchs que j'ai vus du Paris Saint-Germain, et vu que ça commence avec les mêmes rotations quasiment que l'année dernière, ça va être un peu compliqué. Peut-être que le jour où Kamil Šibjak va partir, ça va flotter un petit peu mieux parce qu'un pivot qui défend pas, c'est un peu compliqué à contourner quand même. Bref, on continue, on déroule. Et là, on constate dans le Money Time, on va poser une grosse question. Objectif 12e titre, bien sûr, avec la Ligue des Champions. Est-ce que la patte danoise va prendre? J'ai déjà commencé un petit peu à répondre à cette question-là. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va pas se faire tout de suite. Ça va surtout être une question d'alchimie entre les différents membres de l'effectif et l'adhésion au projet de jeu en fonction des qualités des joueurs qui sont là. Pour la Star League, je pense que ça devrait suffire avec les forces en présence. Quoique, je pense que contre Nantes, ça peut suffire. Contre Montpellier, ça va être juste. Ça va se jouer au détail contre Montpellier parce que Montpellier aussi arrive avec des grosses ambitions et dans ma tête, tu as vu ma preview de Montpellier et de Nantes. Je vois Montpellier terminer devant Nantes et ça pourrait être un beau mano à mano avec Montpellier qui reviendrait sur le devant de la scène. À mon sens, je pense que Montpellier va rivaliser. Mais quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, tu n'en as rien à faire. Il faut absolument avancer et progresser. Les objectifs sont très élevés. Tu as le plus gros budget de Star League avec 17 millions d'euros, un budget pharaonique pour une équipe avec des joueurs qui sont de très haut niveau, de très haute posture. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que tout va rentrer exactement comme il se doit pour le Paris Saint-Germain? Pour aller chercher le 12e titre,
Évidemment que le Paris Saint-Germain sera tout en haut de la Star League. Bataille avec Montpellier qui a beaucoup de choses à dire aussi et Nantes qui n'a pas dit son dernier mot. Avec cet effectif de Nantes, comme je te l'ai dit dans la précédente preview, qui arrive à son terme avec pas mal de joueurs en fin de contrat et très peu de renouvellement l'année dernière. La Ligue des Champions, je pense quand tu vois les escouades de l'autre côté, ça va être un petit peu juste. La Ligue des Champions va démarrer cette semaine, la semaine prochaine. On aura l'occasion de voir dans une première confrontation, voir comment le Paris Saint-Germain va s'en sortir. Et la patte danoise, Stéphane Madsen, j'ai hâte de voir ce que ça donne pour l'instant. De ce que j'ai vu, à voir. Si c'est pour faire pareil que Raoul Gonzalez, est-ce que ça valait la peine? À voir. En tout cas, ne tirons pas de conclusions hâtives. On verra comment ça se passe d'ici quelques matchs. On enchaîne. L'expert de défi. Je te parlais en prélude de Yaya Omar. Qui est Yaya Omar? International égyptien de 27 ans, arrière droit. Il a scoré à 130 reprises l'année dernière en 28 matchs à seulement 38,9%. Très petit pourcentage de Yaya Omar et c'est sa deuxième année à Paris. Le joueur est énigmatique à plein d'égards. Déjà parce qu'en attaque, t'as vu tout ce qu'il rate dans un premier temps, mais par contre, quand il met, c'est souvent très spectaculaire. Et en défense, il a des trous. Il a des oublis, vraiment. Sur le côté en poste 2, à son poste d'arrière droit, il peut être ciblé par moment. Mais par contre, quand il est chaud, il est chaud. Ça on voit. Il est le facteur X dans le sens où en fait, quand je regarde un petit peu la carrière de Yaya Omar, notamment quand il a quitté l'Égypte pour arriver en Hongrie à Veszprém, c'était un petit peu la même. Il a démarré les premières années très doucement, très tranquillement, mais après, on l'arrêtait plus. Et surtout quand il joue pour son pays, quand il est dans le bon état d'esprit, Yaya Omar, il y a rien qui peut l'arrêter. Il est vraiment inarrêtable. Tu peux lui passer le ballon, il est chaud. Quand il est chaud, c'est très compliqué. Et donc à certains matchs, il peut être d'un grand soutien, mais dans d'autres matchs, t'as l'impression qu'il y a plus d'eau qui arrive, il y a plus rien qui se passe, et donc t'es un petit peu, tu sais pas trop quoi faire avec lui, quoi. C'est un petit peu ça. Donc Yaya Omar, il est très irrégulier, ça c'est moins de le dire, mais quand il est bon, il peut te rendre des services bien comme il faut. Et est-ce que dans cette saison, c'est quelle version de Yaya Omar qu'on va retrouver? Très sincèrement, voilà, moi, je pense que s'il y a d'autres joueurs, sachant qu'il y a Marache avec lui, qui va arriver à faire ce que Tonesen, je pense que Tonesen, on espérait que Tonesen le fasse, mais il l'a pas fait. Là, on va réessayer avec Matteo Marache, l'international croate, pour pouvoir le challenger. On va voir comment ça se passe. Là, pour le trophée des champions, ça n'a pas bien marché, mais pour le reste, on va voir pour la suite. Pour la Star League, ça devrait être suffisant, mais c'est surtout en Ligue des Champions que j'attends le Paris Saint-Germain passer à un niveau supérieur et surtout laver l'affront de l'année dernière contre Szeged lors du barrage retour. Là, c'était juste c'était juste innommable ce qu'on avait vu. Et pareil, enfin, et là pour le coup sur ce match-là, Yaya Omar, là ben c'est pas venu de lui. La lumière n'est pas venue de lui. À préciser qu'Yaya Omar lors de la finale de la Coupe de France l'année dernière, ben c'est lui, il s'est vu stopper son dernier tir au but par Rémi Desbonnets. Donc c'est pour te dire. Voilà, c'est à gauche ou à droite, c'est pile ou face. On verra cette année comment ça se passe, mais bon quoi, voilà, en fonction de comment ça se déroule, peut-être que Yaya Omar, on verra peut-être sa dernière année à Paris. On verra bien parce que aussi mentalement c'est quand même quelque chose. Toutefois, lorsqu'il est bien câblé, ça peut aller très très loin. On enchaîne sur la slide suivante avec cette fois-ci, ça y est, il est là, le tableau de la Liquimoli Star League, le classement de fin de saison. Je te donne le futur. Voilà, je te le donne. Plus la peine de regarder les matchs. Et moi, regarde bien, le Paris Saint-Germain, je vois égalité avec Montpellier. J'ai du mal à te donner un champion. Et parce que je vois les équipes avec le même nombre de points, je vois Montpellier gagner une fois de plus et Paris Saint-Germain faire 2 matchs nuls et perdre une fois. Montpellier perd 2 fois. Donc là, pour moi, ça va être ultra serré. Moi, je t'ai mis le scénario où ça se joue au goal average, tu vois, particulier, ou voilà, dans un truc comme ça, tu vois, à la fin de la saison, ça va être très serré pour moi entre Paris Saint-Germain et Montpellier. J'ai du mal à me prononcer, à me dire qui va gagner entre Paris et Montpellier. Là, la dynamique que je constate là, au vu des matchs de préparation, j'ai envie de dire Montpellier, là tout de suite, mais tu sais, une saison, c'est long, et surtout que Paris a plus de matchs de Ligue des Champions que Montpellier n'en a en European League, donc ça aussi ça peut compter, sachant que les joueurs aussi sont appelés dans leur sélection, et si également il peut se passer des choses dans les sélections, on l'a déjà vu l'année dernière et les années précédentes. Donc là, libre à toi de me dire, qu'est-ce que tu vois, Paris ou Montpellier? Moi, j'ai plutôt tendance à dire Montpellier,
Non, l'année dernière, j'avais dit Nantes, je me suis planté. Et voilà, mais je pouvais pas anticiper qu'ils allaient perdre leurs 3 demi-centres en deuxième partie de saison, ce qui peut être un problème quand tu es une équipe comme Nantes, avec le système de jeu qu'ils ont. Et là, maintenant, tu peux voir l'intégralité du tableau. Avec donc, bah, tu peux voir que donc Paris Saint-Germain, Montpellier, ça en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est sûr. Troisième Nantes, quatrième Saint-Raphaël et cinquième Toulouse. Mais pareil, derrière Nantes, donc forcément, Saint-Raphaël, Toulouse, Limoges, Nîmes et le PAUC, à un degré un petit peu moindre, Chambéry, ça va batailler très très fort pour les accessites en European League pour la quatrième et la cinquième place. Ça va se jouer dans ces équipes-là. Et puis après, je vois donc dans un deuxième peloton beaucoup plus loin derrière, 10e Tremblay un peu en chasse-patate et 11e à partir de 11e Cesson-Rennes, 12e Dunkerque, 13e Istres et 14e Dijon. Je vois que ça va pas mal flotter, ça va jouer la relégation à ce niveau-là pour pas descendre. Et mon pronostic en début de saison, Chartres descend et Célestat descend aussi. Et Chartres, au moment où je t'ai fait cette vidéo, je suis rentré du match de Coupe de France à Saintes de Chartres, qu'ils ont perdu 40-35. Et dis-toi bien, et ce que j'ai vu sur le terrain de Chartres, ça m'a pas forcément rassuré pour la suite. Anyway, on verra comment ça se passe. On va voir comment ça va avancer pour ce championnat. Et je vais donc remonter la slide jusqu'au début et te remercier. C'était la dernière des 16 previews vers les étoiles. Je te souhaite une excellente saison de Liquimoli Star League. On va regarder ça au peigne fin, journée par journée, et on va s'éclater à voir nos équipes se la donner sur le terrain comme des chiffonniers, mais toujours dans l'esprit du handball, esprit très sportif, bien entendu. En tout cas, toujours aussi spectaculaire. C'est toujours un bonheur de te faire ces 16 previews. C'est terminé pour moi. Je te remercie de m'avoir suivi pendant toute cette aventure. On se retrouve dans les podcasts. Là, je vais sortir des podcasts à nouveau très bientôt. Je te rappelle, je suis tout seul à tout gérer et tout manager. Et je ne fais pas que du handball. J'ai aussi d'autres activités par ailleurs à gérer aussi en même temps. C'est un vrai délire, mais c'est la passion qui me dirige à te proposer tous ces contenus. Donc, on se retrouve très bientôt dans Enthusiastic Podcast, notamment sur Spotify, sur Deezer et toute la bande. Tu connais déjà des plateformes. Ça m'a fait plaisir de te faire cette série de vidéos sur YouTube et t'illustrer un petit peu toutes les informations qui sont nécessaires à connaître pour pouvoir suivre la saison bien armé, bien comme il faut. On se retrouve donc très bientôt sur Enthusiastic et surtout, suis-moi sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif avec notamment pas mal de stories que je mets notamment derrière dès que c'est nécessaire. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Belle saison 2025-2026 et on fera le point à mi-saison et bien sûr en fin de saison pour voir si la pronostic, si la prophétie s'est réalisée. Allez, à très bientôt. Belle saison.